Il y a un mois, deux jeunes étudiantes du Collège des Toits écrivaient un mail à NRTV. Elles expliquaient que dans le cadre de leur travail de maturité, elles avaient souhaité traiter un sujet qui leur tenait tout particulièrement à cœur, le journalisme au service des plus défavorisés et plus précisément les personnes sans abri en Suisse. Personnellement, j'ai été touchée par la demande. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui pousse ces deux jeunes étudiantes à s'intéresser à cette thématique? Qu'est-ce qu'elles cherchent à savoir? Elles avaient une demande bien précise. Elles souhaitaient non seulement faire passer un message au public, susciter une réflexion ou un geste de solidarité, mais aussi rendre visible une partie de cette Suisse qu'on a peur à rendre visible par préjugés, par même cynisme ou alors par peur. Rodolphe, on va en parler aujourd'hui. Tu peux lancer le générique. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ici sur le plateau de Fais voir ta région. Aujourd'hui, on s'intéresse à une réalité souvent invisible, celle des personnes sans abri. En Suisse, un pays que l'on imagine prospère et stable, mais où la pauvreté et le sans-abrisme existent bel et bien, parfois juste à côté de nous. Une réalité qui dérange. Ce ne sont pas mes mots, mais la synthèse de Victoria Cayano et Sylva Laetitia, deux jeunes étudiantes du gymnase des Toits qui ont choisi de faire leur travail de maturité sur cette thématique. Deux étudiantes qui sont allées à la recherche des plus défavorisés. Elles ont notamment fait la connaissance de Max, un sans-abri qui vit dans la rue depuis une dizaine d'années, qui le fait aujourd'hui par choix. J'ai le plaisir de les recevoir les trois sur le plateau aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Bonjour Victoria. Bonjour Laetitia. Bonjour. Et bonjour Max. Je suis ravie de faire votre connaissance. Prenez place, installez-vous seulement. Merci. On est ravis de vous avoir ici sur le plateau. Laetitia, Victoria, pourquoi avoir choisi cette thématique des sans-abri? Qu'est-ce qui vous tenait à cœur et qu'est-ce que vous vouliez dire, exprimer? On a choisi ce projet. D'abord, c'était le journalisme initialement. Et il fallait trouver un groupe de personnes, un groupe précaire sur lequel on devait faire des recherches et parler. Sauf qu'on voulait aborder un thème qui n'était pas souvent abordé. Et on s'est rendu compte que c'est vrai que le sans-abrisme était un thème plutôt caché et plutôt invisible, de notre point de vue en tout cas. Parce que, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, c'est rare que je tombe sur un article qui parle de ce sujet-là. Donc, on s'est dit que c'était une bonne idée de pouvoir apporter quelque chose à un thème pas trop abordé. Ouais, rendre visible l'invisible. Vous dites que vous-même, vous aviez des préjugés. C'était lesquels? Que ces préjugés, ils ont évolué après votre travail. C'était lesquels? Notamment, je pense qu'on est tous d'accord à se dire qu'on pensait que c'était des drogués, des alcooliques, des personnes qui mendient. Beaucoup, c'est ça, quoi. Beaucoup, c'est ça, ouais, mais pas tout le monde. Et c'était ça qu'on voulait mettre en lumière dans notre travail, que c'était pas que ce type de personnes qu'on pense être. Ouais. Max, vous dites beaucoup, c'est ça, il y a ces préjugés, il y a aussi la réalité. Vous dites ça fait partie d'une réalité. Comment elle s'est passée, votre rencontre, Max? Comment est-ce que vous avez rencontré Laetitia et Victoria? C'est un membre de Caritas qui m'a contacté. Et puis c'est vrai que dans ma situation, je suis à la rue depuis bientôt 10 ans, je ne suis pas tombé ni dans l'alcool ni dans la drogue. Je pense que c'est préférable pour ces deux jeunes filles de se traiter avec moi plutôt que des clochards comme beaucoup les connaissent, quoi, avec la sangle dans le bras, la bouteille à la main. Vous dites que vous êtes tombé dans la rue par accident. J'ai repris vos mots lorsque on s'est rencontrés, c'est ce que vous m'avez dit, et qu'aujourd'hui c'est un choix. On va revenir sur votre parcours d'ici quelques instants, si vous le voulez bien. Mais pour ouvrir le débat, Victoria, Laetitia, vous avez voulu faire une mise en contexte, mettre en parallèle l'image de la Suisse avec ses clichés face à la réalité. Vous dites que la Suisse est largement perçue comme un pays riche, stable, presque idéal. D'où vient cette image selon vous? Alors c'est une bonne question.
Cette image, elle a toujours englobé la Suisse. D'ailleurs, on a fait une partie historiquement à l'image de la Suisse. Donc déjà à l'époque, même lors de la Seconde Guerre mondiale, le secret bancaire. En fait, la Suisse a vraiment évolué avec le temps avec cette image et aujourd'hui, elle persiste encore. Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites que justement cette image rend moins visible l'invisible, que du coup ça a une conséquence sur notamment cette idée de pays parfait qui rend presque impossible la conscience autour du sans-abrisme. C'est vrai que la Suisse, pour la plupart des gens, et même pour nous, on ne peut pas se plaindre de notre... la plupart des gens vivent assez bien en Suisse. Et cette image de Suisse prospère et riche, depuis toujours les banques, l'argent, je pense que ça cache un peu la précarité qui existe en Suisse, même si elle peut être considérée comme plus petite proportionnellement à d'autres pays, ce qui est aussi une réalité. On ne peut pas dire que la Suisse est un pays où la pauvreté occupe une place hyper importante quand on regarde proportionnellement à d'autres pays, mais c'est une réalité qui existe quand même si elle est plus petite, et c'est une réalité qu'on voulait un peu exposer. Max, est-ce que c'est une réalité que vous ressentez? Est-ce que vous avez le sentiment, vous, de faire partie d'un visage invisible de la Suisse? Ça peut être le cas. Ça peut être le cas, pas toujours, Des c'est-à-dire gens que... qui m'ignorent, des gens qui me passent à côté, qui me disent même pas bonjour. Il y en a un avec qui je me suis croché une fois. En tout tout honneur, je me suis permis de saluer. Tous les matins, là où je dormais, je faisais un petit tour dans le parc, donc forcément que je les croise. Et ils promenaient leurs chiens, ils ont tout à fait le droit. On se croise une fois, 2 fois, 3 fois, je me suis mis à dire bonjour. Les gens, ils se sont agressés parce que moi, je me suis juste permis de dire bonjour. Ils se sont Après, sentis- pour revenir un peu à vos propos, là, la Suisse, un pays riche, il ne faut pas non plus négliger tous ces pays, justement pendant la guerre, ou peut-être un petit peu avant, qui ont déposé leur fortune aussi en Suisse. Oui, ça fait partie d'une histoire de la Suisse. Mais si on revient peut-être sur votre histoire à vous, personnel Max, qu'est-ce qui s'est passé et comment vous êtes arrivé dans la rue? Cet accident, si on peut y revenir, c'était lequel? C'était pas un enchaînement progressif, quoi. J'ai perdu mon boulot. Avec la compagne du fait que j'ai perdu mon boulot, ça le but très bien. Puis ce qui fait, ma foi, j'ai pris la décision, je dis, ok, puis c'est comme ça, maintenant, moi, je prends mes affaires, je pars. Aujourd'hui, c'est un choix. Vous dites, je suis dans la rue parce que... Depuis je quelques le souhaite. années, c'est devenu un choix, quoi, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui a Moi, fait je suis le à la rue, déclic? mais je suis trop bien à la rue, quoi. Je suis libre. Que je sois à Lausanne, à Neuchâtel, à Scio, je sais pas où. Ça me va très bien. Pas besoin d'avoir le métro au boulot, dodo, etc. À telle heure, il faut déjeuner. À telle heure, il faut dîner. À telle heure, il faut partir se coucher. On se réveille après tous en même temps. On sort de la voiture tous en même temps pour aller au boulot. Ça donne des bouchons sur l'autoroute. Ça veut dire quoi? Que la rue vous a offert un sentiment de liberté que vous ne pouviez pas avoir avant? Ouais. Oui. Trop pris, tu bosses comme un malade, t'as un montre salaire dans les mains. Mais quand t'as payé les impôts, l'assurance, le loyer, la nourriture, etc., il te reste quoi? Plus rien, quoi. Ouais. Laetitia, Victoria, est-ce que ça, vous avez été surprise d'entendre Max dire, mais aujourd'hui, c'est un choix, je vis dans la rue parce que je le souhaite. Vous vous attendiez à ça? Alors on s'attendait, je pense, à ça, oui et non. Ça nous a surtout touchés parce la rue, c'est quand même pas facile. Et puis pour nous, Travailler non c'était... Pardon? Travailler non plus. C'est vrai, mais pour nous, c'était vraiment une grande incompréhension. Pourquoi? Pourquoi pas essayer de s'en sortir Pour nous, ça a été quand même une grande question. Vous distinguez notamment plusieurs réalités, les sans-abri, les sans-logis, l'hébergement temporaire. Pourquoi est-ce que ces nuances, elles sont importantes pour vous? Alors, on a fait une petite partie sur ça dans notre travail. C'est vrai que les sans-abri, c'est vraiment les personnes qui vivent dans la rue, dans l'espace public. Il me semble que les sans-logis, c'est plutôt ceux qui ont l'opportunité d'aller dans des hébergements d'urgence, dans des foyers aussi, il me semble. Ceux qui vivent en voiture aussi, ou qui vivent chez des proches, mais qui n'ont pas le choix qui ne vivent pas en tant que tels à la rue, mais qui ont quand même un toit, même si c'est une pauvreté extrême quand même. Oui. Il y a une partie qui m'a beaucoup touchée dans votre travail, c'est notamment ce journal de bord. C'est là où vous vouliez passer notamment des émotions, raconter le quotidien d'une personne qui vit dans la rue. Votre quotidien à vous, Max, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut peut-être résumer une journée type à partir du moment où vous vous réveillez jusqu'à ce que vous vous couchiez? Moi, je ne suis pas vraiment le bon exemple. J'ai la chance d'avoir un local pour stocker mes affaires.
Donc c'est vrai que le jour où je me promets avec mon gros sac à dos bien lourd, qui contient le sac de couchage, etc., moi c'est vrai que je me réveille, je pose poser tout ça, puis après la journée je suis libre, je suis léger, quoi. Et le soir, vers 20h30, 21h, je vais récupérer mon sac à dos, sac de couchage. J'allais manger la soupe populaire, mais malheureusement je ne supporte plus leur alimentation. Donc je me débrouille pour me nourrir différemment. Puis après, je retourne me coucher, quoi. Donc, Oui. Laetitia, c'était quoi l'idée de ce journal de bord? Ce journal de bord, l'idée, c'était vraiment de faire ressentir aux lecteurs, enfin aux personnes qui lisaient notre travail, un peu de ce que nous avons pu ressentir en parlant avec Max et d'essayer de toucher les personnes, comme nous avons été touchés par son histoire. Ce quotidien, on l'a fait à la base du témoignage de Max. On a pris des petites libertés de remettre un peu des situations, peut-être que... Enfin, on a raconté une journée type. Évidemment que tout ne s'est pas passé réellement en une journée. C'est des événements plutôt dispersés, mais qu'on a voulu condenser en une journée pour frapper encore plus et montrer une réalité encore plus choquante et touchante. Oui. Alors si on revient sur les thématiques, c'est vrai qu'il y en a plusieurs que vous avez abordées qui sont intéressantes. Il y a l'accès aux soins, l'hébergement et le terrain, le regard de la société. Moi, j'aimerais m'intéresser aux perspectives et aux solutions et surtout à ce que vous imaginez pour la suite, parce qu'il y a des limites dans le système, mais vous dites que finalement, ces gens qui sont dans ces structures, elles font au mieux, qu'on ne peut pas les plaindre, on ne peut pas blâmer, que ces structures-là font au mieux. Ça, c'est votre regard, votre jugement, votre analyse. Mais qu'est-ce qu'on pourrait changer quand même pour rendre du coup cette partie de la société invisible visible? Votre analyse à vous, ça serait laquelle, Victoria? Par exemple, en Finlande, ils ont un système, l'hébergement d'abord. En fait, ça consiste à, dès qu'une personne tombe dans la précarité extrême, ils essayent, avec un soutien sur une année, je pense, à les réintégrer dans la société. Donc, ils leur offrent un logement et ils travaillent ensemble pour que la personne se réadapte à la société, surtout dans un pays, en Finlande, où il fait très froid. C'est très compliqué de vivre dehors. Et ce type d'aide pourrait être une bonne idée pour nous d'être appliquée ici en Suisse. Ouais, Laetitia, selon vous, quelles sont aujourd'hui les limites qui empêchent d'avoir des solutions comme ça aujourd'hui appliquées en Suisse? Les limites, c'est que mettre ce système en place, c'est une très grande organisation et aussi, je pense, un très grand budget, puisque ça consiste à offrir un logement sans condition. Parce que ce qu'on peut voir souvent, c'est que pour offrir un hébergement, il faut des conditions d'abord. Il faut arrêter de faire ça, arrêter de boire de l'alcool, commencer à trouver un travail, etc. Sauf que c'est tellement compliqué qu'au final, les démarches sont trop difficiles. Et ce système-là permet d'offrir un logement sans conditions préalables et donc vraiment directement les réinsérer dans la société. Après, c'est un système assez compliqué à mettre en place, je pense, au vu du budget et des logements qu'il faut mettre à disposition. Donc, c'est assez compliqué, oui. Max, s'il y avait un message aujourd'hui que vous souhaiteriez faire passer, après cette rencontre aussi avec Laetitia et Victoria, avec le fait qu'elles se soient intéressées à ce travail, je ne sais pas si vous vous êtes dit, tiens, moi, s'il y a un message que moi, j'aimerais faire passer personnellement, ça serait lequel? pas tous les sans-abri sont drogués ou bien alcoolisés, voire les deux. C'est tout? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et en tout cas, merci de nous le partager, de nous avoir fait confiance aujourd'hui. Laetitia, Victoria, pour vous, peut-être pas un message à faire passer, mais qu'est-ce qui vous reste de ce travail-là? Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite de ce travail? Le rendre encore plus visible, apporter une suite, d'autres enquêtes? Qu'est-ce que vous souhaitez en faire à présent? C'est une bonne question. Déjà, ce travail, on ne pensait jamais que ça allait nous ouvrir autant de portes. On a rencontré Max, vraiment, ça a été la plus belle expérience, je pense, de notre travail. C'est pas la meilleure rencontre. Hein. C'est pas ce qu'elles disent. Non, vraiment pas. Et en fait, je pense que maintenant, après 9 mois à avoir travaillé sur ce sujet, je pense que cette cause, elle peut que continuer à vibrer en nous et on peut que pouvoir essayer de trouver des solutions, de pouvoir les aider. Après, c'est compliqué parce que du coup, nous, on a aussi le gymnase à côté, donc c'est compliqué de s'investir à 100%, mais continuer à avoir un œil, pouvoir essayer d'en parler. Et même nous, ça nous a ouvert les yeux sur une vraie réalité. Laetitia, pour vous? Je dirais que déjà d'être ici aujourd'hui, c'est déjà pour nous une forme d'aller plus loin et d'accomplissement, d'aboutissement vraiment de notre projet. Si ça permet de faire réfléchir ne serait-ce qu'une seule personne sur ce thème, pour nous, c'est déjà une victoire un peu à notre échelle. Ce travail nous a apporté énormément, surtout humainement, je dirais. Et on en garde de très, très bons souvenirs, oui.
Ouais. Max, les filles parlent beaucoup de solutions, de vouloir rendre visible l'invisible. Quelles sont ces solutions selon vous? Est-ce que vous, qui vivez dans la rue aujourd'hui, d'accord, c'est un choix, mais quelles seraient les solutions pour vous? Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Moi, j'ai fait le choix, justement, j'ai fait ce choix-là. La liberté que ça représente, je trouve ça juste grandiose. Comme je dis, que ce soit à Lausanne, Nation, à Neuchâtel ou ailleurs, moi, ça ne me gêne pas. Des gens qui vont m'apprécier, qui vont tenter de rentrer en contact avec moi, il y aura toujours. Des gens qui auront peur de moi, il y aura toujours. Que ce soit à Lausanne, Nation ou à Neuchâtel ou ailleurs. Après, je me dis, si on peut faire changer l'image du sans-abri, du SDF, que pas tous se droguent et puis s'alcoolisent, je me dis, ça, c'est aussi un point quelque part gagné. Ouais, changer cette image-là, en tout cas, c'est ce que souhaite ce travail-là. Victoria, Laetitia, où est-ce qu'on peut le trouver si les gens sont intéressés à le lire à la maison? Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, vu que ça vient d'un cadre du gymnase, c'est compliqué. Alors, on peut leur envoyer, mais c'est compliqué de pouvoir le lire comme ça. Je sais que nos travaux, ils seront peut-être affichés à la bibliothèque Du gymnase. Mais c'est pas encore sûr, je crois. C'est pas encore sûr, mais c'est compliqué d'avoir un lieu exactement où il serait, mais... Il y aurait une volonté de faire une publication, peut-être, vu qu'on parlait d'enquête journalistique, de le rendre visible avec des maisons d'édition ici dans la région, puisque vous-même, vous êtes de la région. Alors, on a essayé. Stop, moi, je ne suis pas d'accord. Mon histoire, c'est mon histoire. Ça, c'est vrai. Il faut l'accord, en tout cas, de Max. Je ne voudrais pas que ce soit publié pour faire des... Mais vous avez été d'accord de témoigner, en tout cas, dans leur travail et aussi à visage découvert aussi dans cette émission aussi. Donc, on vous remercie pour ça. Mais oui, il faut l'accord de Max. Oui. Bon, c'est vrai que Max... Il y a une petite partie, l'autre grande partie concerne en général tous les sans-abri. Mais pourquoi pas, après on a essayé de se renseigner, on a envoyé certains mails, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. En tout cas, à la maison, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous écrire un petit message. On le transmettra à Laetitia et Victoria. Merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau, d'avoir échangé avec nous et on vous souhaite une très bonne suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En cette deuxième partie d'émission, on s'intéresse à l'actualité, notamment depuis le 15 décembre, où du côté de l'Est vaudois, le Lien Vevey est ouvert aux personnes sans domicile fixe. Un centre d'urgence avec 24 lits dans un abri PC. La structure fonctionne provisoirement durant 3 mois, au maximum par dérogation locale. On va notamment en parler avec Marine Avruyon, chef du secteur hébergement d'urgence et logement pour Caritas du côté du canton de Vaud. Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous recevoir. Bonjour. Prenez place. Merci. Merci d'être avec nous, Marine. Alors, j'expliquerai juste pour nos téléspectateurs qu'on n'a pas pu enregistrer cette émission le même jour pour des raisons personnelles et de santé, mais vous allez bien, tout va bien. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Marine. Déjà, pour rebondir sur cette actualité, c'est vrai que ce centre a ouvert là depuis quelques jours. On parle notamment d'une situation d'urgence et saturée. Quel état des lieux vous faites, notamment ici du canton de Vaud, concernant les personnes sans abri, un état général? Un état général, pour dire, vous l'avez mentionné, le dispositif est saturé, donc on compte environ 300 places sur le canton de Vaud au niveau des hébergements d'urgence. La majorité se situe à Lausanne. Nous, au niveau de Caritas Vaud, on a 2 centres d'hébergement d'urgence, un à Yverdon, un à Nyon. Et puis c'est vrai que on est sur un accueil inconditionnel, ça veut dire que toute personne peut se présenter, toute personne majeure en tout cas peut se présenter chez nous pour être hébergée. Et régulièrement, on doit refuser des personnes qui demandent à être hébergées et puis qui, par manque de place. Oui, manque de place, mais quand vous dites qu'il y a 300 places, pour combien de personnes? Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à chiffrer combien de personnes sont dans le besoin dans le canton de Vaud? Non, on n'y arrive pas. C'est compliqué dans le sens où peu d'études déjà ont été faites en Suisse sur le sans-abrisme. Il y a eu une étude récemment mandatée par le canton de la Haute École de Travail Social de Fribourg qui a évalué à peu près à un peu plus de 1700, je crois, personnes, peut-être sans domicile ou en difficulté de logement sur le canton de Vaud, mais ça reste des chiffres. Il y a d'autres études plus ou moins récentes qui parlent de à peu près 2000 personnes sans abri en Suisse. Mais c'est un phénomène quand même peu étudié, sur lequel on a peu de chiffres. Comment on explique peut-être ce manque d'intérêt ou cette invisibilité? Je pense que vous l'avez déjà dit un petit peu, c'est pas le phénomène le
plus glamour, ou le plus, comment dire, sur lequel on s'attarde le plus, parce que c'est un phénomène aussi très global qui regroupe beaucoup de réalités différentes. Voilà, nous, on le voit bien dans nos centres d'hébergement d'urgence. On accueille aussi bien des gens qui sont vraiment en difficulté. Ils ont perdu leur logement pour diverses raisons sociales, administratives. Mais on a aussi des gens qui viennent chercher du travail. On a aussi des gens qui sont de passage. Enfin, c'est une réalité très, très différente. Et puis aussi, on est avec des gens qui bougent beaucoup. De régions, d'endroits, de villes. Donc, c'est des phénomènes mouvants. Donc, c'est très difficile à quantifier. Il faudrait faire à un même moment, au même endroit, à plusieurs endroits, pour vraiment évaluer de manière scientifiquement correcte. Et je pense qu'il y a ça aussi. Ouais. Pas glamour, pour reprendre vos mots, mais peut-être même aujourd'hui un sujet tabou par rapport à nos pays voisins. Est-ce qu'on a du mal à parler du sans-abrisme en Suisse, à votre avis ? Non, je ne pense pas vraiment, dans le sens où en tout cas, nous, avec nos interlocuteurs et interlocutrices au canton, on sait qu'on a une écoute, on arrive à faire remonter nos constats du terrain, on est écouté. Après, ça reste après aussi des décisions politiques. Et puis, il y a quand même des choses qui sont faites. Après, comme on dit, c'est une évolution aussi constante. Et puis, c'est un réajustement qu'il y a à apporter constamment aussi face à la demande. Et puis, on sait aussi que la précarité, globalement, augmente aussi. Et puis, du coup, ce qui peut aussi expliquer une certaine augmentation des besoins. Ici, on s'intéresse aux chiffres, notamment ici à Nyon, dans le district de Nyon. Chez nous, il y a une structure, le Phare, qui avait ouvert il y a quelques années du côté d'Espace. Une dizaine de places étaient disponibles. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, on a toujours notre hébergement d'urgence, donc du coup du Phare à Nyon. 10 places ouvertes, 365 jours par an, 6 places hommes, 4 places femmes. Et puis oui, ça c'est vraiment une structure pérenne. Elles sont toutes prises actuellement, ces places ? Oui. Après, ce que je vous disais, c'est mouvant, donc on peut avoir des gens qui viennent, qui repartent, mais en tout cas, oui, la plupart, 90% du temps, on est plein, et puis on n'a pas plus de place, oui. Malheureusement aussi, vous devez refuser du monde. Comment on explique qu'il faille refuser du monde, qu'il y ait cette constance, et puis que les choses se réajustent peut-être pas assez vite, ou je ne sais pas quel serait le mot que vous auriez envie d'utiliser. Où est-ce que ça coince ? Je ne sais pas si ça coince quelque part. Après, c'est surtout que nous, on est avec des locaux, des normes, et on ne peut pas pousser les murs. Donc après, je dirais plutôt que c'est des complémentarités à trouver avec d'autres dispositifs qui, des fois, nous, on a des gens dans nos hébergements d'urgence qui auraient peut-être une place plus adaptée ailleurs. Et l'idée, c'est d'arriver à justement activer ces réseaux, activer ces dispositifs pour répondre à des besoins plus ciblés de gens pour qui les hébergements d'urgence ne sont peut-être pas forcément le dispositif le plus adapté, parce que c'est des gens qui travaillent, parce que c'est des gens qui... nos hébergements d'urgence sont fermés la journée. Ce qui veut dire que les gens, nous, à 8 heures, on ferme nos portes, on dit aux gens, il faut sortir. Et du coup, on peut avoir des gens pour qui c'est compliqué de rester dehors la journée et qui auraient des dispositifs plus adaptés pour... On est aussi avec des gens... Une autre partie de la population qu'on héberge sont des gens pour qui on peut les mettre à l'abri, c'est de la réponse à l'urgence, mais on ne peut pas beaucoup faire plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre accompagnement qui est proposé, mis à part l'hébergement ? Nous, en fait, on propose vraiment une réponse aux besoins vitaux, c'est-à-dire dormir, manger, se laver. Voilà un peu ce qui est possible chez nous. Bien sûr, on réoriente. On a une assistante sociale à Nyon qui fait une permanence 2 fois par semaine dans aussi les locaux de l'Espace, où on peut orienter les gens. Mais ce que je dis, c'est qu'on a aussi des gens pour qui on sait que les possibilités de régularisation, les possibilités de trouver du travail peuvent être compliquées. Et puis du coup, on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans notre accompagnement et dans les solutions qui peuvent être proposées. Oui, ça, ces possibilités de régularisation, vous mettez le doigt sur quelque chose, à mon avis, d'important. C'est vrai qu'on recevait en première partie d'émission Max, qui nous expliquait qu'aujourd'hui, il était sans abri par choix. J'ai eu l'impression, en discutant avec lui, que
cette régularisation était pour lui difficile, que c'est des choses qui avaient pris du temps et qu'aujourd'hui, il était sans-abri, mais par choix, mais parce qu'il craignait aussi quelque part cette régularisation, tout ce processus administratif. C'est quelque chose qu'il m'a confié en préparant l'émission. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez sur le terrain, que cette régularisation, toutes ces démarches administratives peuvent aussi faire peur aujourd'hui aux gens qui sont, je vais le dire entre guillemets, mais sortis du système? Oui, oui, tout à fait. Je dirais 2 choses. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui n'ont plus recours aux hébergements d'urgence, qui, comme vous dites, comme cette personne Max, choisissent de ne plus dormir dans les hébergements d'urgence pour X ou Y raison, parce qu'ils les ont fréquentés un temps et puis ça ne leur convient plus du tout, parce que c'est pas non plus le... Enfin voilà, vous êtes dans une chambre collective, vous partagez tous les espaces, y compris les sanitaires, enfin vous dormez à plusieurs dans une chambre, c'est quand même des contraintes qui sont fortes et qui ne conviennent pas à tout le monde. Et puis, on remarque aussi que les gens qu'on héberge ont de multiples fragilités. Et puis, ça peut être aussi une impossibilité d'avoir raccroché le système social pour plusieurs raisons, une phobie administrative, des difficultés de compréhension. Et du coup, c'est des gens qui auraient potentiellement droit à certaines prestations, mais qui ne font pas les démarches pour y avoir accès. Pour vous, personnellement, qui travaillez à Caritas Vaud depuis de nombreuses années, vous avez été également sur le terrain, vous avez fait de l'humanitaire. Est-ce que ça, c'est pas un peu frustrant, franchement? Si, c'est frustrant, mais en même temps, comment dire, les gens, on est là pour les aider, pour assurer une base. Nous, ce qu'on dit souvent avec les équipes, c'est qu'on fait notre possible du mieux qu'on peut. Les gens, ça reste des personnes majeures, elles font leur choix et on les respecte aussi. On essaye de les accompagner au mieux là-dedans et puis de les aider, bien sûr, forcément, si elles évoquent un souhait, si on sent qu'il y a possibilité de leur donner un coup de pouce, bien sûr qu'on est là. Mais par contre, on ne pourra jamais les contraindre. Et ça, ça reste leur action à eux. Et un choix aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des exemples très concrets qui montrent des dispositifs d'accompagnement qui ont été une réussite et des choses positives qui vous restent en mémoire? Ça serait lesquelles? Je dirais, ça serait plusieurs choses. Des gens pour qui, je dirais 2 exemples. Les premiers, on a des fois des gens avec des grandes difficultés qui se retrouvent chez nous parce que tous les autres dispositifs ne les prennent plus en charge. Et alors qu'ils devraient aller dans vraiment des dispositifs de santé, hospitaliers, des choses comme ça, ou des foyers. Et puis, en faisant des liens, en discutant, on arrive à justement les orienter vers des dispositifs beaucoup plus adaptés ou à les refaire prendre en charge par des dispositifs de soins. Puis ça, c'est vraiment bien parce qu'on a vraiment l'impression que les personnes ont été orientées vers le bon endroit et où leur santé va aussi être prise en charge. Et puis souvent, c'est le plus important. Et puis des fois, on a aussi des gens qui ont un emploi et ont la difficulté vraiment de trouver un logement. Et puis par le fait d'arriver chez nous, ils arrivent à maintenir cet emploi et puis après, à trouver un logement en leur nom. Puis ça, c'est vraiment aussi super parce que après, ils retrouvent un appartement et puis ils sont autonomes et ils peuvent continuer leur vie comme ils le souhaitent. On parle souvent du sans-abrisme, en tout cas dans le média et malheureusement dans la période du grand froid. Est-ce que c'est les périodes les plus compliquées ou pas? Alors, les périodes de grand froid sont compliquées dans le sens où, pour qu'il soit déclenché, le grand froid, c'est quand même des critères assez forts. C'est qu'il fait vraiment très froid. Donc, je pense que ça a son sens. Et c'est des périodes difficiles parce que, vraiment, le souhait de tout le monde et des autorités, c'est de laisser personne dehors parce qu'il y a risque pour la santé vraiment des personnes. Mais je dirais que c'est aussi toute l'année. Il y a aussi des périodes à l'automne où c'est compliqué parce que il fait froid, mais pas encore assez pour que le plan grand froid soit déclenché. Et puis c'est aussi compliqué l'été, quand on est en période de canicule, c'est aussi des périodes qui peuvent être difficiles pour le public qu'on héberge parce que dehors, sous 40 degrés toute la journée, quand vous n'avez pas un endroit pour vous mettre un peu au frais, c'est pareil, vous risquez la déshydratation, vous risquez certaines choses. Donc, parfois même, j'ai entendu dire que l'été, c'était plus compliqué pour les personnes de sans-abri de trouver des lieux parce que les lieux sont occupés par les gens qui sont là, qui sont dehors, qui vivent. Oui, en tout cas, ça peut être des périodes aussi compliquées pour trouver de la fraîcheur, pour trouver des espaces de fraîcheur et pour
c'est vrai que les villes ne sont pas les endroits les plus frais en été, quoi. Donc, vous trouvez un point d'eau, trouver un sanitaire, c'est toujours aussi des fois des choses qui sont compliquées quand vous êtes sans abri, oui. Ouais, pour terminer la boucle, puisqu'on avait commencé cette émission avec le travail de ces 2 étudiantes qui se sont intéressées à cette thématique du côté des toits, personnellement, elles avaient l'air très touchées. C'est quelque chose qui m'a aussi touchée de voir que des jeunes aujourd'hui avaient un message à faire passer, de rendre visible l'invisible. Qu'est-ce que ça dit peut-être, à votre avis, de la société que des plus jeunes s'intéressent à ces thématiques-là et aient à cœur de casser, de briser des tabous? Je trouve ça vraiment chouette parce que je pense qu'on a plein d'idées préconçues sur ce phénomène. Et puis que quand on s'y intéresse d'un peu plus près, en fait, on voit que c'est plein de réalités différentes et puis que ça reste des êtres humains qui nous ressemblent sous des aspects et qui sont dans des situations difficiles, mais pour une passade. Et puis que, au final, ça fait aussi appel à de l'humanité et puis ça donne de l'espoir. Marina Vrouillon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous. Très belle fête à vous. Merci, à vous aussi, belle fête. Et pour terminer l'émission, c'est l'heure de mon petit moment de douceur à moi, la lettre au Père Noël. Allez, c'est l'heure de lire vos lettres pour Papa Noël. On commence celle-ci avec plein de couleurs et de petits dessins qu'on va découvrir ensemble. Une lettre rose, il me semble. Qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, lettre gardée en souvenir. Mais elle est là quand même. Ah bah oui, encore une lettre vide. C'est peut-être ça le mystère de ces lettres vides pleines de possibilités. La lettre est gardée en souvenir. Et puis, pour le Père Noël, on fait des petits dessins. Et on lui laisse le choix des cadeaux. C'est beau, moi je trouve ça poétique, ces enfants qui sont ouverts à toutes ces possibilités. Je sais pas ce que vous en pensez à la maison. Moi, je valide le concept. On continue avec celle-ci. Une lettre anonyme pour l'instant. Mais, on voit. Alors, toujours les petits autocollants. J'adore cette technique des enfants. Cher Papa Noël, je m'appelle Alissa et j'habite à Prévrange. Cette année, j'ai été très sage. Voici ce qui me ferait plaisir. Avec plein de petits cadeaux pour Alissa, on lui fait des bisous et on espère que Papa Noël lui apportera tous ces petits cadeaux. Voilà, notre petit sapin qui commence à être bien rempli. Je ne sais même plus où mettre les lettres, dis donc. Lettre suivante. Celle-ci, de Maëlle, avec des petits dinosaures qui vont monter jusqu'à Papa Noël et qu'on découvre. Des autocollants encore. Et toujours. Plutôt pratique, ces listes au Père Noël avec tous ces autocollants. Il y a tout, il y a le prix et on est au courant de tout. Et puis les petits Stitch qui ont la cote cette année quand même. Voilà, pas de petits mots pour le Père Noël. Moi, je préfère quand il y a un petit mot d'amour. Comme vos petites lettres avec des grimaces d'amour, tout ça, c'est trop mignon. Allez, encore une lettre à accrocher au sapin. Et on va terminer avec celle-ci de Lionel qui habite à Gland et qui écrit « Cher Père Noël, j'ai été assez sage. Pour Noël, j'aimerais un déguisement de chevalier. » Une petite étoile, une astérix, et il rajoute un déguisement de fantôme aussi. Voilà, il s'est dit que les deux étaient bien. Et avec un très joli dessin de Lionel, et qu'on accroche ici au sapin, à côté des petits lutins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve à partir de demain. Ciao, ciao!